Les casemates étaient nombreux et formaient un mur infranchissable. Ces lieux recevaient la fréquente visite de l'état-major allemand qui s'inquiétait d'éventuelles failles ou faiblesses dans la muraille. Le haut commandement de von Rundstedt était inquiet et inflexible. Au printemps 1944, le mur de l'Atlantique commençait à recevoir d'autres visites. Les aviateurs alliés opéraient raid sur raid, laissant le minimum de répit aux Allemands. La Royal Air Force et l'US Air Force entreprenaient la destruction systématique des positions adverses. La supériorité aérienne était progressivement acquise à l'aviation alliée. En mai 1944, l'état de stock en matériel permettait d'envisager un équipement maximum des forces sans danger de rupture. L'Angleterre était devenue un vaste entrepôt. L'état-major allié se réunit début juin. Le commandant suprême des forces terrestres n'était autre que le général Montgomery. L'heure était au développement de nouvelles tactiques offensives. Premièrement, attaque aérienne permanente des infrastructures ennemies. Chaque train, chaque aérodrome serait la proie des strikes alliés à basse altitude. Les carrefours routiers avaient droit au même traitement. Le 6 juin, tant attendu, arrivait enfin. Un pas supplémentaire sur le chemin de la liberté allait s'accomplir. Des tonnes d'obus de gros calibre allaient faire voler en éclats les positions côtières. Au petit matin, l'armada alliée prit position en force sur les rivages normands. Ces plages françaises étaient couvertes de soldats anglais et américains. Pour beaucoup d'entre eux, elles furent leurs tombeaux. Après 24 heures de terribles combats, les têtes de pont étaient consolidées. L'opération était un succès. La totalité de la péninsule du Cotentin était reprise en 19 jours, après de durs combats. Les quantités toujours plus importantes de matériel et de renforts continuaient d'être acheminées à cadence élevée. Un pareil exploit semblait irréalisable aux yeux des Allemands. Tout l'équipement était nécessaire à la prise du port de Cherbourg. Le 27 juin fit la reddition des derniers survivants de la garnison allemande. Les Alliés allaient enfin posséder un véritable port en eau profonde,
après le déblai et la réparation des dommages. En quelques semaines, conformément au plan, les ingénieurs américains permirent une remise en état totale du port qui voyait sa capacité dépasser le niveau d'avant-guerre. La région du Cotentin se transformait en une zone de stockage permettant de poursuivre l'offensive. Les généraux Eisenhower et Bradley dirigeaient l'offensive. Le général Patton, le 25 juillet, sur la région de Saint-Lô, un immense bombardement donnait le top départ. Aussitôt, les tanks de Patton enfonçaient les lignes ennemies en moins d'une heure. Le grand show de la puissance mécanisée pouvait commencer. Les Américains aussi en connaissaient parfaitement l'emploi. En 4 jours, la Bretagne tout entière était libérée par les Américains. Simultanément, les troupes anglo-canadiennes contournaient les Panzer-divisions, contraintes à l'immobilité. Puis, les unités US changèrent au nord. La Wehrmacht, prise au piège sous un déluge d'obus et de bombes, endurait le même supplice qu'elle infligeait hier à d'anciens adversaires. Très bien positionnés, les éléments anglo-canadiens contenaient les efforts désespérés des Allemands qui tentaient de percer. La résistance cessait finalement le 14 août, brisant tout espoir de succès dans la contre-offensive allemande sur l'ouest. Pendant ce temps, depuis des semaines, toute l'infrastructure routière conquise était l'objet d'un programme spécial. Un réseau de voies était constitué pour le passage de camions lourds 24 heures sur 24, ces véhicules reliaient la côte au front. Puis, le 15 août 1944, les Alliés entreprirent une autre offensive dans le sud de la France. De même qu'en Normandie, 9000 parachutistes étaient largués à l'intérieur des terres. D'importants équipements étaient largués avec les hommes permettant le contrôle des arrières ennemis et la rupture de leurs voies de communication. Parfaitement coordonnés et exécutés, le débarquement proprement dit se déroulait sur la Riviera, face aux batteries côtières. Les unités anglaises, américaines et françaises dépassaient les positions allemandes pour s'emparer des routes menant à Toulon et Marseille, puis s'engouffrer sur la vallée du Rhône. La frontière allemande se rapprochait. Puis les nouvelles de Paris firent la une de tous les journaux. Depuis le 19 août, les combats de libération étaient engagés par les Parisiens, les forces françaises de l'intérieur. Après 4 années d'occupation, le drapeau français flottait de nouveau sur la capitale. Au 4e jour, l'héroïsme individuel n'étant pas de mise,
contre les Panzers et le professionnalisme nazi, un appel au secours était lancé. La capitale avait été épargnée par les armées alliées. Grâce à un mouvement d'encerclement, la 2e division blindée du général Leclerc décida de rallier Paris. La ville serait donc libérée par les forces françaises. Jacques Leclerc avait la réputation d'un combattant aguerri, vétéran de la campagne d'Afrique. Les chars de la 2e DB reprirent l'initiative du combat et ils furent accueillis à bras ouverts. L'équilibre des forces en présence avait basculé. L'issue des combats était certaine. L'occupation allemande se changeait en défaite. De défaite, les Allemands passaient en captivité. Enfin, le 26 août, Paris était libéré. Le général de Gaulle, véritablement l'incarnation de l'espoir et de la liberté du peuple français, pouvait enfin descendre les Champs-Élysées. Il avait déjà sauvé l'honneur de la France, maintenant il leur offrait la 4e République. Ces armées alliées qui défilaient dans la capitale avaient payé le prix fort lors des combats pour la liberté. Si de nombreuses batailles restaient encore à livrer pour arriver à Berlin, partout dans l'Europe occupée soufflait le vent de la liberté. Cette liberté retrouvée est une condition fondamentale de vie dans une démocratie moderne. Elle est la dignité du monde civilisé. No man, woman or child can know the peace, security and happiness of civilized life. Janvier 1944 en Allemagne. Les sites industriels nazis, dopés par les commandes militaires, sont atteints de gigantisme. Ils produisent en masse pour la machine de guerre hitlérienne. Après avoir survécu aux campagnes de bombardement de l'armée précédente, les chaînes d'assemblage doublant la production grâce à l'efficacité allemande. La Luftwaffe se renforce de façon alarmante. En février, la riposte devenant plus qu'urgente, les cadences d'un avion neuf toutes les 15 minutes allaient être atteintes. 12 de ces usines, implantées en Pologne et en Allemagne, sont désignées cibles prioritaires. Hitler avait capté les potentiels industriels d'une douzaine de nations européennes. Sous l'impulsion de Göring, de nouvelles armes étaient développées. La Luftwaffe, véritable bouclier pour la forteresse Europe, protégeait la production d'acier nécessaire aux bombes et aux buts du Reich. Les voies de communication étaient une des clés du succès. Tout le système ennemi avait parfaitement fonctionné pendant l'hiver. À l'abri des attaques aériennes, impossible par le temps qu'il faisait. Le 19 février, les conditions météo changent, rendant possible le retour des opérations aériennes. Il faut obtenir la supériorité dans les airs et en payer le prix.
Le général Eisenhower, aidé par les chefs de l'Air Force, attendait une résistance acharnée de l'ennemi. Pour la protection des bombardiers, 1000 escadrons sont prévus. 1000 escorteurs pour 1000 bombardiers. Cible principale, la Luftwaffe. Elle doit être détruite dans ses usines, ses aérodromes et dans le ciel. La majorité des personnels impliqués provenaient de la 8e Air Force, celle-là même qui avait contribué au succès de la campagne d'Afrique du Nord. Cette nouvelle période restera dans les mémoires, la première semaine étant surnommée The Big Week. Dimanche matin, le 20 février. Jour de préparatifs pour le plus gros effort stratégique jamais entrepris dans l'Air Force. Une météo défavorable, ainsi qu'une Luftwaffe sur ses gardes, n'allait pas simplifier les choses. De grosses pertes à prévoir dans les 200 appareils, tel était le prélude des opérations. Les généraux étaient très nerveux en attendant le feu vert. Les bombardiers lourds américains, plus tous les effectifs que pouvait aligner la RAF, allaient défier les nazis pendant 6 jours et nuits consécutifs. Cette offensive combinée des Alliés avait pour objet la lutte pour la supériorité aérienne. Pour la première fois, les moyens nécessaires à une attaque de saturation contre l'Allemagne avaient été réunis. Quelques appareils devaient bombarder les aérodromes ennemis et faisaient ainsi diversion en mobilisant leur défense loin des objectifs principaux. Le Fighter Command déployait ses forces pour briser les interceptions de la Luftwaffe. Cette nouvelle doctrine d'emploi utilisait la chasse de manière offensive. Auparavant, les monomoteurs étaient contraints à des rôles d'escorte, donc purement défensifs. Le succès de l'offensive dépendait en grande partie de l'emploi de ces chasseurs. Nos bombardiers sillonnaient le ciel du Reich. On ignorait la DCA et on restait en formation la plus serrée possible pour se protéger. On allait jusqu'à Berlin, puis on retournait à la maison. Nos Thunderbolts nous accompagnaient. Alertés, les ennemis envoyaient leurs chasseurs. Ils étaient autant déterminés que nous. Le contrôle du ciel allemand était l'enjeu principal. Les Mustangs larguent leurs réservoirs et plongent au combat. Le capitaine Don Kelly est leader de formation. Une autre célébrité, le capitaine Frank Cabreski, se joint au combat, suivi par ses ailiers. C'est vrai. Nous, les gars du bombardement, on était en bonne main.
Mais les barrages d'artillerie étaient redoutables. Les Allemands se rapprochent, suivis par une formation de Mustang, plongeant d'une altitude supérieure pour engager l'ennemi. En Belgique, Hollande et en France, les maraudeurs ont délivré leur cargaison mortelle sur les aérodromes ennemis, ce qui forçait la Luftwaffe à reculer ses terrains. Le plan, imaginé par le général Anderson, était un succès. Sur l'Allemagne, les dégâts étaient identiques. Ces premiers jours d'offensive apportaient une page nouvelle dans l'histoire de l'Air Force. Le chapitre suivant vit l'offensive débuter sur Berlin. Les usines aéronautiques étaient particulièrement visées. Profitant de l'avantage tactique, les escorteurs poussaient la Luftwaffe dans ses retranchements. À ce stade, les chasseurs alliés quadrillaient le ciel à la rencontre de la moindre cible. Ce n'était plus un prélude à l'invasion, c'était déjà l'invasion. Les opérations stratégiques combinées ainsi que la destruction systématique de la Luftwaffe affaiblissaient fortement la forteresse Europe. Comme le général Eisenhower disait, la bataille aérienne conditionne tous les succès. Elle ouvre la voie à l'invasion. Les Alliés, en obtenant la suprématie dans le ciel,
ont gagné le défi stratégique et tactique qu'ils avaient relevé, et cela grâce à l'US Air Force. East Anglia, une base américaine comme beaucoup d'autres, qui s'abrite et abrite une variété d'unités en opération contre la Luftwaffe. Le Lightning, ou P-38, prédateur respecté dans de nombreux théâtres d'opération. Le Mustang, P-51, endurance absolument inégalée, rapide, excellent grimpeur, piqué dévastateur, aileron très nerveux. Dans ces trois appareils, le P-47, le P-38 et le P-51, des millions d'heures de meilleur travail pour faire face à la Luftwaffe. Et dans chaque combat, dans chaque cockpit, un aventurier solitaire. Très relax avant le combat, mais pas pour très longtemps. À l'état-major de la 8e Air Force, le général Doolittle discute protection aérienne. Protection sur les deux couloirs et protection sur le retour. Prévoir le plus de chasseurs possible pour barrer l'accès à l'est de la Ruhr. Le détail des opérations, timing, altitude, effectif, cap, objectif, constitue la tâche opérationnelle de l'état-major de la 8e Air Force. Un ordre de mission est élaboré. Le 62e groupe de P-47 est chargé de l'escorte des bombardiers sur les côtes ennemies, jusqu'à l'objectif, en limite d'endurance. La machine est mise en marche. Ces pilotes sont vétérans de nombreuses missions. Il s'agit d'une escorte jusqu'à Mannheim, puis descente et destruction des aérodromes de la région de Francfort, en vol tactique. Chacun note les heures de départ, rendez-vous escorte et attaque, sur le dos de sa main. L'officier de renseignement fait remarquer que la couverture ennemie sera très forte. Plus de 100 chasseurs sont attendus aujourd'hui. Sur les parkings, les moteurs tournent. C'est déjà l'heure du décollage. Sur d'autres bases, conformément au planning, les P-38 mettent les gaz à l'heure précise. À leur tour, les escadrons de Mustang s'alignent sur les pistes pour prendre leur tour de garde en Allemagne. Tout au long du trajet, aller comme retour, la longue corde des quadrimoteurs sera placée sous bonne garde. Chaque formation de chasse se donne rendez-vous à une heure précise sur un point donné. Les Thunderbolts prennent de la hauteur dans le ciel ennemi. C'est l'heure du contact. Contact maintenu, mais à distance. L'armada des bombardiers s'étire sur 180 km. Les P-47 prennent leur position dans le dispositif. Chaque pilote scrutant le ciel, se gardant constamment une interception ennemie. Cette menace va peser sur les nerfs de chacun pendant toute la durée du vol. Ensuite, vient l'heure du rendez-vous, les Mustangs pour la relève. Ici Romeo Leader. Ok les gars, c'est l'heure, nous dégageons. Les Mustangs approchent à 8 heures. Les Thunderbolts affichent leur cap de retour, descendent et engageront chaque objectif valable pendant le trajet vers l'Angleterre. Les Mustangs surveillent les environs en gardant leur distance, prêts à intervenir.
Le succès de ce type de mission dépend principalement du respect des oreilles. À cause de la différence de vitesse entre les avions, mono et quadrimoteurs, les escorteurs doivent constamment zigzaguer pour rester en contact. Sur un total de 1000 chasseurs, seulement 50 à 100 sont en disposition face à la Luftwaffe. L'ennemi peut à loisir concentrer 150 à 200 appareils en un point donné. La Luftwaffe disposait en plus d'un préavis d'une demi-heure ou d'une heure et demie grâce au radar. Cette séquence montre un décollage sur alerte pour une interception. Leur position avantageuse permettait un fort surclassement numérique en leur faveur. Ils disposaient du temps nécessaire pour concentrer leurs forces et diriger les attaques. Malgré cela, les Mustangs pénétraient chaque jour en profondeur, en Allemagne. Positionnés tout autour du flux des bombardiers, ils formaient un écran efficace contre l'agresseur. Cette fois, l'ennemi était au rendez-vous. Ici Blue Leader, préparez-vous, Mr. Schmidt, à 10 heures. Avant le combat, les réservoirs d'ailes sont largués, puis c'est l'attaque. Une simple pression sur le manche et 6 mitrailleuses, une caméra sont déclenchées. Souvent de qualité médiocre à cause des vibrations, ces images témoignent de l'action. La formation ennemie se regroupe sous l'œil attentif de l'escorte américaine. C'est votre jour de chance. L'ennemi se regroupe à votre gauche et en dessous. Allez-y. Capturer l'ennemi, ce film témoigne de la dureté des attaques ennemies sur les quadrimoteurs. Un B-17 gravement atteint engage une descente fatale. Celui-là continue sa course, malgré un empennage à moitié détruit. Nombre de B-17 étaient descendus, mais l'offensive redoublait. Les chasseurs, bien qu'en infériorité, engageaient méthodiquement le combat jour après jour, mois après mois. Mustang, Thunderbolt, Lightning. Tous s'opposaient au Messerschmitt 109 et le Focke-Wulf 190. Malgré de faibles effectifs, l'exercice sur les aviateurs du Reich était très fort. 4 chasseurs allemands abattus pour un chasseur allié. Si un rendez-vous était manqué, si les conditions météo interdisaient l'usage de l'escorte, alors les bombardiers subissaient d'énormes pertes. Mais jamais les pilotes américains ne faillirent dans l'accomplissement de leurs tâches. Jamais une mission fut annulée du fait de l'ennemi. Le flux toujours plus important de libérateurs et de forteresses délivrait des tonnages de bombes toujours accrus sur les objectifs. Il vint le jour où une mission sur Berlin se déroula sans aucune intervention de la chasse allemande.
Mais avant ce jour, les Thunderbolt, Lightning et Mustang eurent une tâche bien précise à effectuer. Les pertes alliées étant sensiblement plus faibles que celles infligées à la Luftwaffe, il en résultait une domination toujours plus affirmée des ailes alliées. D'un côté, de meilleurs pilotes et plus d'appareils, une quantité stagnante de machines et de pilotes de l'autre côté. Le sort des armes était encore indécis. En février 1944, il y eut un certain changement. Les chasseurs alliés purent patrouiller plus en profondeur. Et les consignes étaient de chercher et détruire la Luftwaffe plutôt que de l'attendre. L'attaque des aérodromes devenait impérative. Un combat de titans était engagé dans les unités de chasse. Quotidiennement, 60, 80 ou 100 appareils allaient au tapis. Les altitudes de combat s'étalonnaient de 12 000 mètres au ras du sol. Le quart nord-ouest du ciel allemand était témoin de tournois fantastiques impliquant tout type d'avions, s'arrachant la maîtrise des airs. La campagne belge, hollandaise et française était jonchée de débris calcinés. Les deux parties en présence luttaient, conscients de l'enjeu colossal de cette bataille. Une fois encore, une meilleure cause, un meilleur équipement, un commandement supérieur, et par-dessus tout, la classe exceptionnelle des pilotes alliés, fit pencher définitivement la balance de bon côté. Tant d'appareils allemands allaient s'écraser sur leur propre sol, tant de pilotes tombaient au cœur même de leur patrie, tant d'amertume était exposée en plein jour. C'en était trop, le Grand Reich vacillait. Rapidement, une opportunité était à saisir. Puisque l'ennemi réchignait à se battre, alors les pilotes alliés iraient le débusquer à même le sol où il trouvait refuge. Les terrains de la Luftwaffe allaient être violemment pris à partie. Particulièrement sauvages, ces attaques étaient pratiquées sur le chemin du retour après une escorte. Des centaines d'avions furent mitraillés et incendiés à même le sol, d'un terrain à l'autre. D'importantes pertes furent consenties. La flak ou décès allemande imposait un lourd tribut à chaque unité de chasse. 4 fois plus important que les duels aériens, méprisant les dangers, les aviateurs exécutèrent ces missions. Seuls, sur un moteur à quelques mètres du sol, 700 km en profondeur dans le dispositif ennemi. Plus au sol, l'aviation allemande perdait ses forces vives. La maîtrise du ciel étant acquise, les Alliés pouvaient enfin en toucher les dividendes. Les voies de communication ennemies allaient subir un matraquage en règle. Cette nouvelle tâche revenant bien sûr aux forces aériennes.
Bataille décisive, ces missions d'interdiction, d'intervention étaient cruciales car elles permettaient l'immobilisation des forces ennemies sur son propre sol. Les chasseurs alliés, libres de toute menace, prirent les actions marquantes sur le terrain. Les locomotives étaient systématiquement détruites, si bien que rapidement, plus aucun train ne prenait le risque en voyage de jour. Aucune cible, même la plus petite, n'était épargnée. Chaque wagon, chaque quai de gare était repéré puis détruit par l'aviation. Les péniches aussi étaient attaquées. Les dépôts de pétrole. Les tours de défense aérienne. Radio and radar stations. Les stations radar et les stations de radio. Transportant vivres et munitions, de simples camions, voitures officielles de la Wehrmacht étaient explosées. Avant de reprendre la route, chaque véhicule devait attendre la nuit. Chaque convoi devait stopper au petit matin. On imagine l'importance de cette contrainte et ses conséquences fatales affligées à l'ennemi. Our gallant armies are driving ahead without having to Les keep armées one eye alliées cocked ont over pu their prendre shoulders. pied sans craindre l'aviation Their gunning adverse. placements Les unobserved. positions d'artillerie, à l'abri des regards, chacun de ces avantages était offert par les aviateurs alliés. The Germans see them deep in their Du temps own de longue skies. date dans le ciel allemand, ces pilotes Our resteront à men see jamais them above the exempts. grim fight and cheer. There are remembered names in the mess halls. Major Gerald Johnson, Gerald a crack Johnson, shot. tireur d'instinct. Major Goodson, Goods, gallant fighter. brillant pilote. Major Dwayne Beeson, Peace, Great tacticien tactician. remarqué. Captain Eugene O'Neill, one of the O'Neill, best. un des plus grands. Major Don Gentili ran Don up a Gently flaming aux exploits wreck. historiques. Colonel Don Blakesley, great leader Don of 4th Brexley, Group. célèbre leader du 4e groupe. Major Walker Mahurin, one of the first Walter and best of Mathurin, the un Great des Eight. premiers grands as. Major Bob Johnson, Bob and all Johnson, his au victories. palmarès impressionnant. Lieutenant Colonel Gabreski, with a great Gabreski career. et sa carrière prestigieuse. And Colonel Hubert Hubert Satke, Semke, fameux famous commandant commander of du 56. 46e. A score of victories or Les more are the citer records tous of them est all. impossible. Duncan, Duncan, Schilling, Pretty and et all our tous ces gallant autres fighter brillants pilots pilotes who in the qui, dans ces decisive heures hour, sombres, ont défié smashed the et Luftwaffe vaincu la Luftwaffe and gave us freedom of the pour air in apporter la Europe. maîtrise du ciel aux Just as Alliés that freedom must now be gained et in que the les Pacific. Alliés fassent d'autres exploits.
sportif et puis qu'on a envie de le faire chez soi. Inutile. Le procès de Nuremberg, un document filmé du procès de criminels de guerre nazis. Le 2 mai 1945, la résistance allemande, bien que désespérée, prenait fin dans la capitale. Le drapeau rouge de la paix, retrouvé, flottait désormais dans les cieux allemands. Berlin était tombé. Tels des bêtes traquées, les derniers officiers sortaient des abris souterrains, les hagards. Des unités entières étaient regroupées et rendaient leurs armes. L'ordre nazi avait vécu. Göring n'éviterait pas la soumission. Keitel était capturé. Dönitz arrêté. Goebbels s'était suicidé. Mais un coup de filet judicieux permit la saisie de Jodl et Ribbentrop. L'internement de ces hommes à Nuremberg allait permettre à la justice d'être rendue. Très représentative, la ville de Nuremberg fut étroitement liée au nazisme. La naissance du nazisme à Nuremberg, son développement, puis son apogée. Nuremberg n'était ensuite plus que ruine. Le spectacle du stadium réduit en cendres est une vision prête à faire méditer tout éventuel dictateur en herbe. D'autres méditations attendaient nos prisonniers derrière les barreaux de leurs cellules. La bête immonde, dans sa presque totalité, logeait dans ses murs. Ici la cellule de Ribbentrop, celle de Keitel, celle de Göring. À ce moment précis, très peu de temps nous séparait de ces heures douloureuses où à Munich et Nuremberg, ces dignitaires nazis firent leur premier pas dans la conquête du pouvoir. Ces pas qui les menèrent à la prison de Nuremberg où une descente aux enfers les attendait, là ils seraient jugés pour leurs crimes. Crimes de sang contre les hommes et contre leur nation. Ces conspirateurs, ces exterminateurs d'enfants, ces esclavagistes bourreaux des peuples devront répondre de leurs actes. Göring, à son tour, se voile la face, le monde entier le regarde et attend sa confession. L'heure de la justice a sonné. Ces guerriers de l'armée rouge se sont battus à Stalingrad. Maintenant, ils gardent Nuremberg. Des centaines de personnes travaillent depuis des mois pour mener à bien le procès. La salle d'audience du tribunal. Ici, chacun travaille à l'établissement de la vérité historique.
La vengeance n'est pas leur motivation. Chacun travaille pour l'humanité entière, exposant au grand jour les mécanismes secrets qui permirent au nazisme de ravager leur